Dans ce mémoire, je vais aborder l'immersion dans l'art et les différents médiums. En effet, plusieurs questions en découlent et je montrerai leur importance dans cette vidéo. La matérialité et la forme dans l'art. La porte ouverte vers la question de l'immersion. Quand j'ai commencé mon parcours en tant qu'artiste, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, inspiré par des créateurs de domaines très différents. Ces personnes m'ont touché jusqu'à me transmettre une grosse partie de leurs réflexions. Cependant, avant d'en parler, je vais faire un modeste tour d'horizon sur les outils présents dans l'art et les moyens intrinsèques uniques à chaque domaine pour immerger le spectateur. Petit préambule, les chapitres concernant les dispositifs et les divers outils permettant l'immersion dans les arts seront très généraux et personnels. Les sujets sont vagues et riches, pouvant nécessiter eux-mêmes plusieurs thèses. Je les aborde donc surtout pour l'impact qu'ils ont eu sur mon travail et ma propre sensibilité artistique. Ces sujets seront donc une porte ouverte sur ma réflexion. Les différents dispositifs m'ayant marqué. Le dispositif de mon travail est très récent et son arrivée est due en grande partie aux œuvres dont je vais vous parler dans les prochains paragraphes. J'aimerais commencer l'impact du dispositif dans mon travail avec une œuvre très particulière, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Au premier abord, ce livre ne sort pas du tout du lot, rien de la couverture ou du résumé n'intrigue particulièrement, mais en l'ouvrant, je n'avais jamais vu une structure et une mise en page aussi renversantes. Le livre en fait est composé comme une sorte de labyrinthe et propose une expérience unique de lecture. Chaque page, chaque case est une expérimentation de la construction d'un roman, et chacune d'elles est une paire de repères pour le lecteur. En effet, le sens de lecture est changé, ou des trous parsèment les pages. Parfois, le texte est présenté sous forme de prose, puis des vers sur l'autre versant. La forme du texte change constamment, et même si l'histoire peut être difficile à lire par sa structure atypique, en tant qu'objet littéraire, il vaut le coup d'être feuilleté au moins une fois. Parmi les œuvres que j'ai pu rencontrer, très peu m'ont tant marqué par la forme. Une très grande partie des livres mettent en avant le scénario et ne jouent que très peu avec les codes ou les outils disponibles, et j'aime beaucoup rencontrer ce genre de livre, qui offre une bouffée d'air frais dans la redécouverte de ce que peut proposer la littérature. Un autre livre atypique qui m'a marqué par son côté ludique et la relation particulière qu'on entretient avec dans l'histoire, c'est Les Aventures du Pyro Barbare et de Billy la forteresse du Chaudron Noir de Bob Lennon et David Cohn. Alors ce livre n'est pas très original, hein, il est directement inspiré des livres dont vous êtes le héros, mais ce genre de livre est très grisant car il montre une autre manière d'impliquer le lecteur et de vivre une histoire. Quand je lis ce genre de choses, je peux interagir différemment, j'ai un impact sur l'histoire et des choix, ou du moins une illusion du choix. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai des jeux vidéo. Et cette façon ludique de lire et d'expérimenter la lecture, c'est quelque chose vers laquelle je tends dans mon travail actuel. Le plaisir de croire qu'on explore des choses imprévues, des chemins plus rares qui peuvent correspondre à notre envie, à notre personnalité, et le fait de se sentir beaucoup plus libre pour s'approprier une œuvre. Au niveau du théâtre, mes expériences sont beaucoup plus maigres. Pour une raison très simple, je préfère en faire plutôt qu'en voir. Malgré tout, une pièce a quand même réussi à me marquer avec un dispositif très particulier, servant de décor. Je ne me souviens malheureusement plus du nom de la pièce, mais si le nom a disparu, le souvenir et le ressenti du dispositif restent ancrés. La pièce parlait du handicap, et pour faire ressentir ce que ces personnes vivaient, les comédiens avaient construit une sorte de gros baf grotesque et lumineux. L'objet ne pouvait pas être manqué de par sa taille impressionnante de 5 mètres de haut, en plein milieu de la scène, mais surtout car celui-ci produisait des bruits horribles, assourdissants, accompagnés d'une multitude de flashs lumineux. Les artistes voulaient avec ceci faire comprendre la pénibilité ressentie par ces personnes. La mission fut parfaitement réussie. Je n'avais qu'une seule envie, sortir de la salle le plus vite possible, ou fracasser le baffle. J'étais mal à l'aise et complètement submergé de stimuli visuels et auditifs. Ce moment si court qu'intense m'a apporté un bel exemple d'outil permettant d'accompagner un propos. Avant toute chose, un point me semble essentiel à aborder. Les jeux vidéo, dans leur nom, sont des jeux. Ils vont donc répondre à des règles et un gameplay précis. Les créateurs doivent donc faire comprendre en un minimum de temps les diverses touches à connaître afin de pouvoir parcourir leurs œuvres. J'aimerais donc faire une parenthèse sur les tutoriels dans les jeux vidéo. La plupart des formes d'art sont accessibles pour les spectateurs et ne demandent aucun prérequis pour pouvoir être vus. Bien sûr, avoir des connaissances de l'artiste ou du mouvement artistique peuvent augmenter la grille de lecture et la compréhension, mais des gens peuvent en profiter et aimer une œuvre sans avoir ses clés, ce qui n'est pas le cas du jeu vidéo.
Les jeux vidéo, eux, demandent en grande majorité d'apprendre les bases et de les maîtriser afin de pouvoir accéder aux messages et profiter un maximum du flow. Pour cela, il y a des tutoriels. Celui-ci est très important car ce sont les premières minutes, voire heures qu'une personne va passer avec le jeu. Et un mauvais tutoriel est donc susceptible de faire quitter ou désinstaller un jeu. Un point important qui touche est la clarté et la fluidité des transmissions des informations reçues. Et ça touche au travail de ce qu'on appelle le game designer. Le game design, c'est le fait de transmettre les informations aux joueurs sans devoir mettre des lignes d'explication. Et pour illustrer ça, je vais simplement parler d'un classique avec Super Mario Bros. Qui, sans donner aucune touche ni beaucoup d'explications, fait comprendre très vite qu'il faut aller à droite. On doit sauter au-dessus des trous et explique très très vite également ce qu'il faut faire face aux premiers ennemis du jeu grâce à leur apparence. De même pour les blocs avec des points d'interrogation qui donnent envie de taper dessus. C'est un tutoriel très court, intégré dans les premières secondes du premier niveau. Très efficace, très simple, très concis, qui deviendra plus tard, comme Castlevania, un exemple en termes de level design et de tutoriel. La parenthèse étant fermée, je reviens à présent à la question de base, comment immerger dans le jeu vidéo. Je vais pour cela parler d'un homme très influent de ces dernières années, Hidetaka Miyazaki. Miyazaki est à la base d'une licence de jeu bien atypique, ayant particulièrement bien compris ce qu'est le jeu vidéo. Il est l'un des créateurs de Dark Souls, des actions RPG dans un univers de Dark Fantasy. Il a tellement bien compris son médium qu'il a donné naissance à un sous-genre tout entier, les Souls-like. Ces jeux ont marché pour une multitude de raisons, mais selon moi, c'est la maîtrise d'un élément très important dans cet art qui fait toute la différence, la maîtrise du flow. Mais qu'est-ce que le flow et comment réussir à le produire? Le flow est dans les jeux vidéo le sentiment le plus intense d'immersion, dont en résultent 3 facteurs: un plaisir intrinsèque immédiat, une sensation de bien-être, une distorsion de temps et une évasion de soi avec l'expérience. Mais comment a fait Miyazaki pour aussi bien nous immerger dans l'univers de ces jeux? Pour analyser, je vais prendre comme référence le jeu Sekiro Shadow Die Twice, mais avant ça, je vais faire une petite synthèse de ce qui compose un jeu vidéo dans ses grandes lignes. Un jeu se compose de 2 grosses briques, elles-mêmes composées de nombreux sous-domaines différents. Il y a les enjeux ludiques, le gameplay, et les enjeux visuels, les graphismes. En ce qui concerne les enjeux graphiques, chaque type de jeu n'aura pas les mêmes contraintes. Un jeu d'énigmes, par exemple, aura tendance à avoir une direction artistique beaucoup plus sobre et épurée, afin de ne pas entraver la lisibilité. Un bel exemple de ça serait le jeu Portal. Portal qui, par sa réussite ludique et plastique, sera d'ailleurs admis dans le Museum of Modern Art de New York en 2012. Un jeu d'horreur aura, à contrario, tendance à avoir une direction artistique tendant vers le réalisme, afin de montrer les détails, la laideur et la violence de l'environnement, comme peut le faire The Evil Within. Bien sûr, cela reste des tendances, et des exceptions existent, et le budget est très souvent un élément décisif. Pour ce qui est de Sekiro, le jeu est un action RPG se déroulant dans un Japon médiéval fantastique. Nous avons donc un mélange de réel et de fantasy, ce qui est parfaitement cohérent avec le choix de la direction artistique et des graphismes. Le tout mélange architecture inspirée par l'ère Shindan Zukuri et mythologie. J'ai personnellement adoré parcourir le jeu et découvrir son univers. Durant la partie, j'ai passé de très longs moments immobiles à juste admirer les décors. Le bestiaire est varié, allant de créatures les plus impressionnantes et gracieuses aux monstres les plus répugnants. Pour résumer, le jeu est très riche au niveau graphique et architectural, rempli de décors et d'autres détails très efficaces. En ce qui concerne le gameplay, le jeu se base sur un système de parade afin de faire monter une barre de posture pour pouvoir asséner un coup fatal à l'adversaire. Pour résumer, Sekiro est en fait un jeu de rythme, sauf qu'en place d'un saxophone et de partitions, le jeu nous donne un sabre et des boss. La formule est très grisante car le jeu n'hésite pas à tuer le joueur, ce qui rend chaque combat tendu et prenant, offrant pour chaque victoire une gratification incroyable. Je me souviens avoir passé 3 heures entières à me faire détruire par un boss jusqu'à surmonter ce dernier obstacle et finir le jeu. C'est avec une satisfaction rarement sentie et un gros sentiment d'accomplissement que j'ai terminé le jeu sans même avoir remarqué le temps que j'avais investi dans ce combat. Mais comment ça se fait que le jeu m'absorbe autant? Déjà, il possède une direction artistique très léchée, le sound design est parfaitement réussi et renforce encore plus l'immersion dans chaque combat, comme on peut le voir ici. Ensuite, le système de combat est très prenant et nous force à analyser et observer nos adversaires.
Notre personnage est très fragile, mais aussi très agile et plaisant à contrôler, ce qui équilibre parfaitement le fait d'être faible. Pour ce qui est des enjeux, de l'implication du joueur, les morts sont fréquentes et nous poussent à nous impliquer davantage. Et on reprend la définition du flow. Chaque point est coché par Sekiro. Chaque combat, surtout ce déboss, est gratifiant et stimulant, une fois qu'on a assimilé les mécaniques, et c'est impossible de ne pas prendre de plaisir à affronter chaque ennemi en comprenant ses patterns. Le personnage, le son des armes, les angles de caméra, on ressent parfaitement la force de notre personnage et son agilité. Et ce tout forme l'un des jeux avec le plus d'immersion, le meilleur sentiment de flow que j'ai pu ressentir. J'adore Sekiro et c'est sûrement l'un de mes jeux préférés, et je conseille à tout le monde, même aux néophytes, de l'expérimenter au moins une fois. Maintenant que l'immersion dans les jeux vidéo est mieux comprise, comment les autres médiums font-ils pour immerger le spectateur? Le jeu vidéo m'apporte beaucoup dans mon travail et mes réflexions, mais il est loin d'être le seul à m'inspirer. Ce chapitre présentera l'immersion dans les autres médiums et des œuvres pivots dans mon travail personnel, voire dans leurs médiums respectifs. Avant de commencer, il faut parler d'un outil que chaque artiste connaît très bien, la suspension consentie de l'incrédulité. Cette suspension est un pacte inconscient entre l'artiste et le spectateur. L'immersion ne peut exister dans la majorité des histoires sans ça. Le pacte fonctionne de façon très simple, l'artiste donne de la cohérence au récit, en échange le spectateur accepte de voyager dans un univers différent ou irréel. Mais si l'œuvre proposée accumule trop d'incohérence, de facilité, le spectateur risque d'en sortir. Et pour parler d'immersion et de pacte brisé, on va commencer avec le cinéma. Alors le cinéma use d'une astuce déjà présente dans le théâtre afin de préparer le spectateur à entrer dans l'œuvre, c'est l'extinction des lumières. Alors l'extinction des lumières, en plus de préparer le spectateur au film qui va commencer, ce moment permet grâce à l'obscurité de pouvoir capter l'attention et focaliser le regard. Pour faire en sorte que l'immersion du spectateur soit aussi forte que possible, de nouvelles technologies ont émergé, notamment une que j'aime beaucoup, le Dolby Atmos, qui permet de spatialiser le son et qui renforce les impacts, les mouvements de chaque protagoniste, ce qui aide à la crédibilité de l'histoire. Concernant les nouvelles expériences et technologies que j'aime un peu moins, il y a la 5D. Donc la 5D, qu'est-ce que c'est? La 5D, c'est l'ajout de la 4D, donc des sièges dynamiques, avec des jets d'eau, de la fumée, du vent, etc., etc. Alors bien que cette proposition soit plus ou moins intéressante à explorer pour offrir de nouvelles expériences, il y a quand même quelques points négatifs à mettre. En tout cas, personnellement, je ne suis pas très fan de l'expérience. Malgré tout, je reste respectueux de ce genre de proposition. C'est juste pas ma cam, peut-être que des gens aiment bien, mais je reste un peu sceptique sur ça. Ensuite, pour faire en sorte que le spectateur soit immergé, il y a des outils scénaristiques qui sont utilisés par les dialoguistes et les écrivains. C'est les enjeux. Alors déjà, évidemment, pour avoir des enjeux tangibles, il faut que les personnages soient bien écrits, sinon on n'en a rien à faire. Mais les enjeux, donc, c'est ce qui donne de la cohérence, de l'intérêt à l'œuvre. Ne pas avoir d'enjeu, ça veut dire avoir une histoire qui devient caduque, qui est inintéressante, donc on s'en fout. Et on peut aller faire autre chose, qu'importe, le film n'a aucun intérêt. Donc les enjeux permettent de se sentir impliqué pour les personnages. Évidemment, pas besoin que les enjeux soient extraordinaires, il faut juste qu'ils soient à la hauteur de nos personnages et de l'histoire. Dans Toy Story, par exemple, l'enjeu est de ne pas se faire abîmer, transformer par l'enfant du coin, quoi, par Sid. Donc Sid est l'enjeu. Il y a quand même des plus gros enjeux que ça, mais c'est suffisant pour les jouer, pour les personnages qu'on suit, c'est tout à fait suffisant. Alors concernant le théâtre, j'ai pu avoir une discussion avec François Salmon, qui a écrit plusieurs livres et réalisé des pièces, et il m'a donné son avis concernant l'immersion au théâtre, en me disant ceci. Pour la mise en scène théâtrale, l'immersion du spectateur est d'abord une question d'espace. Je ne pense pas qu'il faille énormément de moyens techniques, de décors, de costumes, pour que les spectateurs s'abandonnent à la représentation. Il faut surtout la concevoir en pensant à lui, en se mettant à sa place, en cherchant la façon dont on aimerait soi-même recevoir le spectacle. Reste que dans la mise en scène, l'immersion des spectateurs n'est pas toujours une finalité, au contraire. Une bonne mise en scène va parfois aussi ramener le spectateur à lui-même, lui faire sortir la tête de l'eau. Ce qu'il dit m'intéresse énormément. Déjà, je suis en accord avec ce qui est dit au niveau des moyens techniques dans une certaine mesure, mais ceci sera développé plus tard sur les moyens techniques mis en place pour immerger dans mon propre travail. Bien sûr, pour mon exposition, je vais devoir penser aux décors possibles, aux lumières, au son, mais c'est là que la parcimonie arrive avec en tête la fameuse philosophie moins, c'est plus.
Parfois, préférer la sobriété permet bien plus qu'une surabondance de stimuli. D'ailleurs, dans une autre de ses interventions, il vient soulever la question du niveau d'immersion recherché. En ces termes, c'est pour moi le plus de l'expérience théâtrale par rapport à la séance de cinéma qui, elle, est totalement immersive. Le théâtre, parce qu'il est un art vivant, rappelle sans cesse qu'on est dans la vie et pas ailleurs. Et que si on est ailleurs, c'est encore pour parler de la vie. Ici, François parle d'art vivant, ce qui voudrait dire que le cinéma est un art mort par défaut. Je suis pas vraiment en accord avec ce genre de distinction. D'ailleurs, une partie des universités appelle juste ça l'art du spectacle, ce qui est en soi beaucoup plus respectueux. Pourtant, art vivant est utilisé, mais cela pose quand même une question sur les niveaux de la conscience de soi du spectateur. Selon moi, l'un des points pivots pour que la personne ne s'oublie pas, c'est l'interaction. Tant que le spectateur bouge, rencontre avec son corps, agit, de façon dirigée ou non, il sera alors ancré dans le réel. Ce qui reste très important dans mon travail, si l'immersion est mon intention de base, cela n'est bien sûr pas le seul but en soi. Tendre vers l'immersion permet de chercher un type de ressenti, d'émotion bien précise. En littérature, et donc pour toutes les formes de littérature différentes, un outil qui est très important et utilisé dans n'importe lequel d'entre eux, c'est la couverture. La couverture, c'est la porte d'entrée vers une œuvre. C'est la chose qui est censée nous mettre l'eau à la bouche et nous faire rentrer. Un exemple d'une couverture que j'aime beaucoup, c'est celle de Chainsaw Man de Fujimoto Tatsuki. Alors si on doit commencer par analyser les couleurs, on peut voir que tout ça est plutôt chaud et plutôt pétant. On a des couleurs agressives. Couleurs agressives et plutôt joyeuses qui contrastent avec le fait que le personnage principal soit en train de tronçonner du zombie à la pelle. Par contre, le personnage et les tronçonneuses, ça semble faire référence à d'autres œuvres horrifiques, ce qui donne un peu une inspiration du ton qu'il va avoir dans l'œuvre. Et donc on a un peu un contraste entre tuer et cette petite joie par les couleurs. Et donc ça apporte quelque chose d'absurde et de décalé. Et justement, l'œuvre à elle-même est très absurde et décalée. Donc finalement, le tout, avec ces petites informations, on sait déjà qu'il y aura des inspirations horrifiques, quelque chose d'absurde. Et finalement, tout ça, ça se retrouve dans l'œuvre. Et donc cette couverture, elle est plutôt bien faite parce qu'en plus d'être plutôt belle, elle synthétise parfaitement ce qu'on va retrouver dans ce manga. C'est une très bonne couverture et on peut directement entrer dans son univers rien qu'avec ça. Après Chainsaw Man et la couverture, on va faire une transition vers un deuxième moyen pour immerger toujours avec une superbe œuvre, c'est-à-dire Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Un moyen efficace d'immerger le spectateur, c'est d'utiliser un type de phrasé très spécifique au personnage. Les personnages, comme chaque individu, possèdent un vocabulaire, des tics ou encore des niveaux bien différents avec la maîtrise de la langue. Pour immerger, quoi de plus normal que de faire varier ces styles. Dans ce superbe roman, celui-ci est utilisé avec brio, s'ouvrant sur un compte-rendu rempli de fautes de grammaire, de syntaxe et de vocabulaire. Et c'est l'un des incipits les plus touchants que j'ai pu lire. Cet Inkibit, en plus de jouer avec le style et de nous surprendre, bah, c'est l'un des plus touchants que j'ai pu lire en fait, et le plus rapidement, parce qu'en une demi-page, le roman arrive à procurer énormément d'empathie pour le personnage principal, et chaque personnage a son vocabulaire unique. Les deux scientifiques possèdent un langage plus soutenu et riche comme le demande leur vocation. Alice, la professeure pour personnes atteintes de handicap, possède elle aussi son vocabulaire. Et le personnage principal qui voit son intelligence croître accède également à un phrasé beaucoup plus pointu et qui va finalement surpasser la plupart des autres. En résulte un attachement et une connaissance des personnages rien que par leur phrasé, ce qui rend ça très identifiable et crédible finalement, très réaliste. Et l'enjeu de l'immersion par le style chez cet auteur, bah, finalement il est parfaitement réussi. Maintenant que j'ai pu parler de plusieurs médiums et leurs méthodes pour immerger, je vais me recentrer autour de ma discipline principale, c'est-à-dire le dessin. Et je vais premièrement parler d'artistes qui m'ont inspiré mon travail. Puis, dans les chapitres précédents, je vais parler de mon travail de manière actuelle. Et donc, pour commencer dans les personnes qui m'ont beaucoup inspiré, il y a Susanna Iglada. Alors cette artiste, je l'ai vue la première fois avec l'exposition Art and Paper. Et elle a été l'un des déclics les plus importants dans mon travail actuel. Elle avait une vision du dessin que je trouvais très atypique de ce que je connaissais, et ça a mis beaucoup de mes enjeux en question et ma manière de travailler.
Quand j'ai vu ces deux œuvres à Bruxelles, j'ai pas pu m'empêcher de trouver un écho à mes propres questionnements sur le dessin, notamment celui de l'espace et du support dessin. Bon, après, c'était pas la première à mettre ça en question, et il y avait des artistes comme Eva S qui l'avaient déjà fait, mais c'est vraiment avec elle que le déclic s'est fait, que le changement a eu lieu. Et donc, on va commencer par analyser son œuvre Long Neck. Au niveau de la forme, cette œuvre, c'est une installation, un assemblage de plusieurs dessins en une grande fresque. Au niveau des outils et des matériaux, on a un peu de tout. On a du papier couleur blanc, de taille assez variable, tout rempli avec du feutre, du fusain, de l'encre. C'est vraiment une artiste qui utilise toute une multitude de techniques. Alors ceci, ça offre une vraie richesse graphique, composée de plusieurs jeux de traits, on a des jeux de rythme partout, avec des choses plus réalistes, beaucoup plus proches de la bande dessinée, puis on a de l'encre assez brute qui est posée, directement enchaînée par un travail de surface. Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde cette œuvre, on redécouvre une autre manière de tracer qu'on n'avait même pas remarqué jusque-là. En fait, il pousse à être curieux et à regarder les moindres détails pour trouver une autre façon de tracer dans son travail. Et c'est un super point pour s'immerger de façon un peu ludique, on va dire. L'un des enjeux qui m'intéresse le plus dans ces œuvres est celui de l'espace. En effet, Susanna, dans cette œuvre, prend comme espace de dessin toute la pièce. En plus de mettre des dessins au mur, certains sont mis au sol, d'autres créés comme des jeux au niveau de la perspective pour se compléter. Ce qui est bien, c'est que dans son travail, tout est potentiellement un endroit où poser le dessin. Elle ne se pose aucune limite dans ce qui pourrait accueillir les œuvres et utilise le tout comme support. Tous ces dessins posés ça et là offrent une bonne envie de circulation, ce qui permet encore une fois de s'immerger un peu plus dans le travail. Autre point fort, la richesse et la disparité de ces dessins pourraient devenir très vite une entrave à la compréhension de l'œuvre. Mais le tout reste parfaitement lisible grâce à une idée ingénieuse, un rail de papier. Elle utilise le papier afin de guider le regard, le tout en restant dans une charte graphique cohérente avec son travail. Et c'est un beau moyen pour faire en sorte de ne pas créer de dissonance graphique. Quand j'ai vu le système qu'elle utilise pour ne pas perdre le regard, je suis vraiment tombé amoureux de son travail, tant tout ça sans la réflexion et la cohérence. Pour les enjeux au niveau du temps, d'autres choses très intéressantes sont mises en place. Un jeu de rythme est créé avec la taille de ses œuvres toutes différentes apportant une grosse diversité. Ensuite, les rails de papier n'hésitent pas à passer de surface à un travail de trait. Tout ça, c'est un excellent moyen de guider le regard sans sentir que l'artiste nous dise où regarder. Cette façon de guider le regard discrètement et de laisser le choix aux gens me fait beaucoup penser à autre chose, le level design dans les jeux vidéo. Au niveau de l'immersion, dans la plupart des œuvres, un travail ingrat est demandé, celui de diriger le regard, tracer le chemin sans que les gens ne s'en rendent compte. Dans les jeux vidéo, le level design s'en charge afin de donner l'illusion de choix. Ici, c'est les bandes qui jouent ce rôle de captation d'intérêt de regard. Quand je parle de capter l'attention, c'est veut dire que ça trace directement un chemin prédéfini. Et donc ça me fait beaucoup penser à l'art de manière générale, mais les jeux vidéo notamment, où on propose des choix, des chemins différents, des directions. Mais je vais plutôt renommer ça en illusion du choix. Et cette illusion, elle est très importante et elle demande beaucoup de réflexion. Peu importe le médium, que ce soit pour son travail de dessin, pour la construction d'un film, d'un livre, pour la composition d'un dessin. Et donc, elle a choisi les bandes de papier pour diriger le regard. Et ça m'a fait beaucoup penser à The Stanley Parable, qui est un jeu très méta sur le jeu vidéo qui parle du level design, et donc de choix ou d'illusion du choix. Et c'est un travail très ingrat au final, parce que notre but, c'est de diriger, de manipuler le regard ou le lecteur directement, sans qu'il ne s'en rende compte. Alors il peut s'en rendre compte, mais dans des rares cas, comme dans des romans policiers où il voit qu'il s'est fait mener du bout du nez du début à la fin, et on ressent une certaine gratification, mais la plupart du temps, le lecteur, le spectateur, ne veut pas sentir le fait qu'il est guidé, il faut que ce soit inconscient. Donc maintenant qu'on a vu un peu le côté technique de cette œuvre, je vais parler un peu de mon ressenti.
Et ben quand je vois cette œuvre, je ressens une certaine forme de malaise, une certaine tristesse dans ce travail. Il y a une bonne partie des personnages qui sont quand même assez bouleversés, qui ont l'air de vivre des moments un peu douloureux, le tout dans une sorte de chaos. Quand je vois ce travail, je suis submergé par leur tristesse sans pouvoir y échapper. Et en plus, cette grande richesse graphique, elle vient nous sauter aux yeux, nous agripper la rétine et nous prendre en otage d'un seul coup. Du coup, j'ai même pas le temps de me demander si je vais rentrer ou non dans son travail, qui m'agrippe directement. Et j'aime énormément ce travail. Pour moi, cette œuvre, elle synthétise parfaitement les points forts qui me font aimer cet artiste. Mais elle n'est pas la seule plasticienne à m'avoir inspiré, au niveau sculptural, et le nom de Anthony Gormley vient directement en tête. Anthony Gormley, c'est un sculpteur qui se concentre beaucoup sur l'enjeu de la matérialité et de la spatialité dans son travail, et je vais en parler via une de ses œuvres, Lost Horizon. Pour la plupart de son travail, il utilise de la fonte, et chaque sculpture est un moulage. La fonte, c'est un liège de fer et de carbone beaucoup plus onéreux que de l'acier, et c'est un très bon matériau pour le travail de surface comme le fait Gormley. Le tout est très compact et lourd. Les œuvres offrent donc un ressenti de masse, de volume qui vient directement stopper le regard. Dans ce travail, il peut y avoir une certaine simplicité dans la gestion de la matérialité. Il y a une sculpture comme il y en a plein, mais elle propose vraiment un énorme travail au niveau du regard qui est très intéressant. Le fait que les sculptures soient dispersées un peu partout sur les murs est assez déstabilisant et ça offre un bel écho avec le nom de l'œuvre, Lost Horizon. Le titre peut faire référence tout autant aux spectateurs qui sont perdus que la sculpture qui est elle aussi répartie un peu partout sur les murs et qui perd toujours contact avec la ligne d'horizon. C'est une sculpture que je trouve très ingénieuse en termes d'immersion parce qu'en plus de sa masse et de sa présence dans l'espace, on peut s'y balader un peu partout et se mettre un peu partout à la place de la sculpture et imaginer ce qu'elle peut voir. Après, pour parler de la matérialité de son travail, Capacitor, c'est une belle synthèse de l'utilisation de ces outils. Alors c'est encore fait avec de la fonte. Ce sont des fils, cette fois, qui donnent une sensation d'explosion, d'expansion, un travail de trait, mais qui donne quand même une impression de surface, de masse, beaucoup plus légère par contre, avec des fils qui sortent de manière très éparse. Et quand je vois ce genre de résultat, c'est vraiment impressionnant, et ça montre l'expérience qu'il a pu accumuler. Alors je parle de fonte depuis tout à l'heure, mais pour expliquer grossièrement, c'est un alliage de fer et de carbone de quantité variable. Plus il y a de carbone, plus le tout perd en souplesse et gagne en dureté. Et en y ajoutant d'autres éléments, on peut encore améliorer plein d'autres facteurs. Mais pour pas être trop technique et au risque de dire des bêtises, je préfère envoyer vers les sources qui seront derrière. Et concernant l'espace, on peut voir des ressemblances avec Susanna, puisque toute la pièce c'est un endroit où on peut accrocher les œuvres. De plus, il y a une cohérence titre-sculpture, et on revient une fois de plus à cette consonance globale dans la création d'une œuvre. Le tout est fait de façon également à perdre le spectateur. La pièce est très riche et elle possède vraiment toute une façon de pouvoir se ressentir et se comprendre. Pour moi, c'est deux artistes qui ont très bien compris l'immersion et le jeu de regard, de captation du regard dans une œuvre. Mais dans tous les cas, c'est deux très bons artistes qui travaillent l'immersion et qui m'ont inspiré dans ma propre démarche et l'immersion dans mon travail. Comme j'ai pu le développer, l'immersion est pour moi un point crucial dans mon travail. Mon parcours de création n'a pas cessé de tendre dans cette direction jusqu'à aujourd'hui, et pour faire en sorte d'accrocher le plus possible les spectateurs dans mon travail, j'use de plusieurs outils. L'un des moyens que j'utilise finalement c'est la curiosité et le jeu. Vu que mes œuvres sont très souvent remplies de vide et de traits, les traits que les fils créent dans l'espace laissent le regard circuler librement, ce qui peut entraîner une envie de chercher des angles particuliers pour avoir une autre vision de l'œuvre et tourner autour. Un deuxième outil que je commence à utiliser, c'est l'interaction. Dans certaines de mes œuvres, il va être possible de pouvoir se coucher, y entrer, pouvoir se balader un peu, ce qui va beaucoup aider à l'immersion et le rapport au corps avec l'œuvre. Et cette possibilité de pouvoir se déplacer dans mes œuvres, elle va être permise grâce en partie à ma nouvelle vision du support dans mon travail. Comme les deux autres artistes que j'ai pu présenter, les murs sont ma surface de travail totale, mais le plafond aussi, et le sol, toute la pièce en fait. Chaque endroit est devenu un potentiel support, un réceptacle à ce que je peux produire. Au niveau des sensations, mon travail tend vers une ambiance douce et amère. Alors c'est une émotion très précise et qui va demander de la rigueur,
D'ailleurs, pour le dernier jury, une partie des personnes ont eu quelques difficultés à ressentir ces émotions-là, mais je pense que ces problèmes étaient dus en partie avec les trop nombreuses propositions bien trop différentes, et la présentation qui avait été disposée sur des tables blanches de manière assez classique, et qui pouvait peut-être entraver la possibilité d'interagir avec les œuvres et se mettre à leur place. Peut-être que tout était un peu trop factice et pas assez en accord avec ma charte graphique et mon univers. Afin de combler ça cette année, je ferai tout tenir de manière beaucoup plus cohérente, moins dissonante, avec sûrement un système de câbles ou de maintien qui sera expérimenté, ou que la structure aura son propre équilibre. En tout cas, il est essentiel que le tout soit cohérent parce que le moindre écart est vraiment destructeur au niveau de l'immersion et des émotions que je veux véhiculer. Au niveau du matériel, j'ai décidé de prendre du fil d'aluminium. Avant, j'utilisais du fil de fer, mais que j'utilise plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que le fil de fer, ça s'oxyde si c'est pas traité. Ensuite, au niveau du poids et de la manipulation, l'aluminium c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus léger, moins contraignant à manipuler tout en gardant des sensations assez similaires quand même. Pareil au niveau du poids, au niveau de l'équilibre, du fil de fer c'est beaucoup plus dur à faire tenir. Et si on n'a pas de lampe pour travailler, même du fil de fer recuit c'est plutôt compliqué pour faire des petits détails et aller en profondeur dans l'œuvre. Donc niveau prix aussi, le fil d'aluminium c'est quand même beaucoup plus abordable, et ça reste quand même suffisamment riche en qualité plastique et pratique pour être utilisé. Alors le fait d'avoir des jeux de lumière aussi, ça peut aider parce que le fil d'aluminium reflète beaucoup mieux, donc pour des installations, ça peut être beaucoup plus pratique, ça peut être utilisé. Le point fort, c'est vraiment la polyvalence de ce fil. On peut faire beaucoup de choses avec très peu finalement. On peut faire un travail de masse, de trait, de lumière, on peut tresser tout ça. Ce qui fait que j'ai choisi cet outil-là pour travailler. Parce que selon la façon de le découper ou de le tisser, l'œuvre peut passer d'une certaine rondeur et d'une douceur à quelque chose de très coupant, très proche des barbelés finalement. Et cette grosse flexibilité, elle peut être très pratique afin de mieux véhiculer les émotions que je veux. Donc cet outil va me permettre un travail sur le dessin particulier avec un mélange de dessin et de sculpture. Mais en regardant ce qui a été créé autour d'enjeux proches des miens, je vois vite que finalement, au niveau des questionnements, je reste descendant d'une bonne partie des artistes qui m'ont précédé. Ce qui m'a fait demander d'ailleurs quand est-ce que des codes sont remis en question ou sont dépassés dans un art. Alors Berserk, c'est une œuvre de dark fantasy répartie sur 41 tomes sortis entre 1989 et 2021 à l'heure actuelle. L'histoire va s'étendre sur Guts, un guerrier solitaire engagé de force par Griffiths, le chef d'une armée de mercenaires ayant comme projet de devenir roi du royaume de Midland. Résumé ainsi, l'œuvre peut paraître un peu quelconque, le format est similaire aux autres, et l'œuvre est publiée en tout début dans les mêmes magazines. Et pourtant, si l'œuvre est considérée comme culte aujourd'hui, comme un pilier et une exception dans le système de publication, il y a des raisons. Dans un premier temps, ce qui ressort de son travail, c'est une très très lente production. Dans le système actuel nippon, chaque mangaka doit produire très rapidement ses chapitres par semaine. La cause, c'est les magazines où sont prépubliés les mangas, qui fonctionnent sur un classement de popularité, et chaque œuvre qui n'est pas assez populaire est dégagée du magazine, selon le vote des lecteurs. Alors il y a beaucoup de problèmes avec ce genre de fonctionnement, mais le plus gros, c'est que pour rester dans le top, il faut produire vite, quitte à perdre en qualité. La plupart des grands succès du shonen de ces dernières années, ça vient en grande partie de ce genre de magazine, My Hero Academia, Dr. Stone, The Promised Neverland, One Piece, entre autres. Mais une personne a réussi en ne sortant qu'un manga par an, voire moins, Kentaro Miura. L'un des facteurs les plus admirables chez lui, c'est justement la qualité de son travail, géré au millimètre. L'auteur est très perfectionniste, encore plus avec l'arrivée du numérique, mais malgré son rythme lent, découlant de son style, Berserk c'est resté un succès. Le dévouement pour son œuvre est même un argument de respect et d'achat pour son travail. Alors bien sûr, il est plus une exception que la règle, et on ne sait pas s'il y a d'autres auteurs comme lui qui pourront exister à nouveau. C'est peut-être juste un résultat du biais du survivant. Mais je trouve que ça rend encore plus précieux son travail qui sort des codes de la publication habituelle. Le deuxième point fort de son travail, finalement, c'est la minutie, la propreté
tout est soigné dans son œuvre, que ce soit son style, ses compositions, son dessin, le découpage. Et c'est directement la première raison de sa publication beaucoup plus modeste. On a quelque chose de sublime qui épouse à la perfection le genre de la dark fantasy. Et en tant qu'œuvre de dark fantasy, il y aura tout un panel d'émotions qui vont savoir être véhiculées, de sensations, il y aura beaucoup d'horreur, il y aura des créatures cauchemardesques et divines à devoir dessiner. Et en plus de devoir nous effrayer, il y a de nombreux combats divins qui vont devoir être mis en scène et représentés. En plus de faire ça et de le représenter avec beaucoup de minutie et de détails, il utilise aussi une énorme variation de palette graphique pour faire référence, par exemple, rien qu'au nom de l'œuvre, au berserker, avec une espèce de rage incontrôlable qui peut devenir autant ami que ennemi, une sorte de bête, hors de contrôle, devenant une menace autant pour l'ennemi que pour ses alliés. Et bien tous ces traits-là, ils sont retranscrits dans son dessin. Ça fait ressentir tous les aspects avec une maîtrise quand même assez impressionnante. Un autre point fort du dessin de Miura, c'est les décors, parce que l'architecture de Berserk, quand on pense à Berserk, on voit directement des trucs très 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 poussés en termes de décors. On a l'impression quand même que chaque tuile est posée avec douceur et une précision millimétrée, quoi. C'est les décors de Berserk, ça montre un peu tout le dévouement, le perfectionnisme de Miura pour son œuvre. Afin d'illustrer mes propos sur Miura et voir les grandes qualités de l'œuvre, je vais analyser quelques planches, mais avant ça un petit rappel des bases pour la lecture des mangas. La bande dessinée japonaise, ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. Comme toutes les bandes dessinées, notre regard parcourt toutes les images très grossièrement, grâce à la vision périphérique, avant de s'attarder sur toutes les cases de façon beaucoup plus précise. Et pour nous aider, ainsi que pour raconter des choses, montrer un symbole, le découpage est très minutieusement réfléchi. Je vais donc surtout m'attarder ici sur l'immersion, la fluidité de la lecture, le découpage des scènes symboliques. Je m'attarderai un peu plus loin sur le style graphique. On va donc ouvrir sur une page segmentée en 3, dans le sens vertical pour montrer la grandeur des ambitions du personnage, la grandeur de son rêve. Et donc on a une gouttière qui trace une distance nette, qui montre une distance entre la première et les deux autres cases. Alors pour moi, cette gouttière, elle sert à montrer tout simplement le décalage, la rupture qu'il y a entre Griffiths et les enfants de son âge. Parce que cette deuxième gouttière, elle n'est pas là pour rien. Il aurait pu tout simplement les mettre collées l'une sur l'autre comme les deux autres. Il a décidé de les segmenter et en plus de la mettre en surplomb par rapport aux deux autres. Il y a un petit espace qu'il n'y a pas sur les deux autres. Donc pour moi, ça vient renforcer le décalage qu'il y a. Surtout qu'il y a une sorte de répétition au niveau des points de vue par rapport au trésor dont parle Griffiths. Et donc on a le trésor, les enfants, Griffiths et son trésor à lui, son rêve, son ambition. Donc finalement c'est très rythmé, et c'est très beau, c'est très symbolique. Et pour un sentiment de grandeur de son rêve, on a un très beau chant contre chant. C'est vraiment très très bien fait, et c'est une page toute bête, mais qui montre un peu le niveau de maîtrise de Miura, en termes de narration, de découpage, de rythme, et c'est quelque chose d'assez subtil. Alors ici on a une page que j'aime bien parce qu'elle joue avec les codes de la bande dessinée. On a la main de Griffiths qui donne l'impression de tenir tous les personnages de la case du haut au creux de sa main, ce qui vient renforcer et souligner son aura, son charisme surnaturel, et la main du personnage sort de la marge. Son attraction elle est tellement forte qu'elle sort des règles de la BD. Et cette main, elle semble aussi tendre vers Guts comme pour demander son aide, et ça offre un beau contraste entre les personnages qu'il a sous son contrôle et Guts qui lui est inatteignable, et dont il a besoin sur le moment même. Ici, afin de diriger notre regard, la main est la clé du mouvement, et elle donne l'impression de tendre vers le bas, et le visage de Guts également donne l'impression de tendre vers le bas. Alors pour cette case, je l'ai surtout choisi pour une chose, c'est le côté sonore et encore une fois l'ingéniosité du découpage qui raconte énormément. Alors on a une cascade qui va servir de transition, très sonore aussi comme case, mais surtout on a les multiples vignettes collées qui donnent une impression de masse, de nombre. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont présents dans cette milice,
et c'est quelque chose de très sonore. Et ce que j'aime surtout beaucoup dans cette page finalement très simple, c'est qu'elle raconte beaucoup et qu'elle aurait pu se passer de certaines lignes de texte, la seule ligne de texte qu'il y a, parce qu'on voit très bien qu'il y a un personnage qui sera absent dans cette aventure de façon très très claire. Il est le seul à ne toucher aucune autre case. Toutes les autres sont superposées à la cascade, pas celle-là, et il y a une rigole qui la sépare des autres. Rien que par le découpage, on sait que ce personnage ne participera pas aux événements qui arrivent. Et ça, c'est un point justement que je trouve dommage, c'est que cette page, elle aurait pu être encore mieux, plus subtile, si on se passait du dialogue qui disait que le personnage ne participerait pas. Même si j'imagine qu'il a fait ça pour une raison très claire, pour être beaucoup plus explicite avec les lecteurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour expliquer l'impact de cette page, en fait, il faut revenir en avant, car le contraste au moment de tourner une page, ça a quand même énormément d'impact. Ainsi, les pages antérieures qui restent en tête augmentent encore plus le choc au moment de découvrir la nouvelle page. Donc, si on regarde un peu cette nouvelle page, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux pages avec des tailles de cases plutôt moyennes, hein. Il n'y en a même pas une demi qui peut vraiment respirer. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Une énorme double page. Et pour accentuer l'impact de cette double page, on n'a pas un dessin qui se lie à l'horizontale comme le reste. On a un dessin qui se lie à la verticale pour renforcer l'aspect spectaculaire de la page. Donc il faut tourner le livre, et donc celui-ci gagne encore plus en hauteur dans le tout. Et en plus de ça, on a la composition du travail qui est toujours incroyable, qui propose beaucoup de lignes de fuite qui montent, et quelque chose d'assez vertigineux en termes de perspective. Donc j'ai pu parler du découpage de Miura, de sa mise en scène, en Berserk, et maintenant je vais parler un peu de son style et de la richesse graphique que comporte son œuvre, et elle est plutôt dépaysante au final pour des gens qui sont habitués à lire des mangas, parce qu'il a un style très proche de travaux européens. Ce qui est tout à fait normal, vu qu'il a lui-même expliqué que dans ses inspirations, ben, il y avait énormément d'artistes du Moyen Âge, comme il a pu le dire avec cette citation. Alors c'est impossible de citer tous les artistes qui ont pu l'inspirer, mais j'ai reconnu ceux-ci dans ça. Il y a Gustave Doré, Jérôme Bosch, Francisco de Goya, Giovanni Battista Piranesi et Escher. Ce qui ressort de son travail, c'est du coup c'est très minutieux et ça tend vers un trait plutôt réaliste à de nombreuses reprises. Et ce souci du détail, il est très respectueux d'une certaine retranscription de ces artistes-là et de l'époque présentée. Et donc ça tend finalement à des architectures très très belles. Et quand on pense à un décor magnifique, ben Berserk vient directement en tête d'affiche. Son dessin, en fait, il transpire le Moyen Âge. Il donne même parfois l'impression d'avoir été réalisé par certaines techniques qu'on retrouve énormément dans cette période, comme l'eau forte. Il y a beaucoup de ces dessins qui font penser à de la gravure. Un autre point fort de son style, c'est la richesse graphique justement de son dessin. Il va parfois tendre un peu plus vers de l'expressionnisme, parfois un peu de romantisme, et finalement il y a beaucoup d'influences qui se tiennent dans son dessin, et ça offre en permanence des nouvelles sensations en lien avec l'histoire, de nouvelles planches, ce qui fait qu'on est très souvent surpris de retrouver un autre style de dessin au final. Parce qu'en plus, c'est pas juste beau pour être beau. La cerise sur le gâteau, c'est que le style raconte quelque chose, c'est pas juste là pour faire joli. Et c'est le point qui fait que ça, selon moi, renforce encore plus l'immersion et la pertinence de ces choix graphiques. Je vais maintenant donner mon avis sur Berserk et l'effet que cette œuvre a eu sur moi. Je pense quand même que mon avis général a dû partiellement se comprendre dans les quelques louanges que j'ai pu faire à Berserk, mais c'est l'une de mes œuvres préférées. Comme j'ai pu le dire, pour des gens habitués au manga, ce genre d'œuvre, c'est une redécouverte de la bande dessinée japonaise en termes de style, et lire Berserk, c'est une expérience qui me fait passer par tout un spectre d'émotions, soit la tristesse, la mélancolie, la stupéfaction, l'émerveillement. Et cette œuvre, elle m'a beaucoup inspiré dans mon travail par les thèmes véhiculés, que ce soit l'animalité, le combat contre le divin, l'homme face à l'horreur du monde. Tout ça, ça a beaucoup nourri mon travail. Et j'ai beaucoup aimé Berserk pour le dévouement aussi de son auteur, son grandiose, sa beauté, son macabre et son écriture. Faut lire Berserk, au moins une fois. C'est quelque chose qui peut pas faire de mal.
L'immersion, c'est donc un état, un sentiment que chaque forme d'art peut véhiculer grâce à des outils uniques et intrinsèques à lui-même. Chaque art possède également un moyen de capter l'attention et de guider le regard du spectateur. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est donc le côté ludique qui m'intéresse principalement, mais aussi l'ingéniosité du level design et donc de la gestion du regard du spectateur pour pouvoir le guider dans un espace. Mon travail étant très disparate et dispersé dans la salle, il est donc très intéressant que je m'interroge là-dessus pour réussir à également transmettre au spectateur où aller et comment y aller, dans quel ordre, tout en réussissant à faire entrer la personne dans un autre univers, dans mon travail, et savoir s'y déplacer correctement. En ce qui concerne les mangas, et notamment Kentaro Miura, Miura c'est un perfectionniste, avec un univers absolument vertigineux, et ce que je voudrais transmettre, et les points qui m'intéressent le plus, c'est la gestion des tailles, des échelles dans son œuvre. Combien de planches de Miura arrivent, malgré une double page ou une simple page dans un format assez classique, à donner une impression de grandeur énorme, divine. Ce côté d'impact finalement de masse, de poids, c'est ce vers quoi je tends dans mon travail, afin de créer tout un sentiment d'écrasement, de petitesse et divers jeux d'échelle qui m'intéressent énormément dans le rapport au corps et à l'œuvre. Concernant la lecture, ce qui m'intéresse énormément avec ça et que j'aimerais retranscrire dans mon travail également, c'est le fait que tout n'est pas donné directement. Tout n'est pas déjà dessiné, imaginé précisément sur ce à quoi doivent ressembler telle ou telle chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de l'espace finalement assez grand à la personne qui y accède. Et ce côté de laisser de l'espace, respirer l'imagination du spectateur, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse énormément et que j'aimerais amener dans mon travail. Maintenant, tout ça, c'est ce que j'aimerais faire et les points qui m'importent le plus dans ces médiums à développer dans mon travail. Mais quelles pistes et quels moyens je vais vraiment utiliser concrètement dans l'exposition? Alors, concernant le flow, évidemment, il est impossible de retransmettre les mêmes sensations, les médiums sont beaucoup trop différents. Et comme j'ai dit auparavant, je retiendrai l'interaction et la découverte de petits détails dans les décors. Tout ça en pouvant se baisser dans l'exposition, ramper, découvrir des petits détails par-ci par-là. Je peux engager deux choses. Un plus grand rapport au corps dans cette exposition et une curiosité dans les petits détails, dans les décors, dans la pièce choisie. Pour continuer sur le rapport au corps, les œuvres seront vraiment grandes et viendront directement capter l'attention, inconsciemment ou non, des gens. Le tout sera, avec leurs différentes tailles plus ou moins grandes, de les ranger pertinemment en termes d'intérêt, d'intention dans l'exposition. Parce que bien sûr, la sculpture la plus grande captera en premier lieu l'attention des personnes qui entreront dans la salle. Afin de garder un côté immersif vraiment très fort, je compte utiliser un maximum les éléments présents dans la salle et sur le lieu pour renforcer la crédibilité et la cohérence de celle-ci. Les lumières qui seront présentes sont celles sur place, le matériel de même. Et ce point n'est pas anodin parce que c'est justement une des choses, un des manquements qui était arrivé à mon jury de l'année passée, c'est que les éléments présents pour supporter mon travail n'avaient aucun rapport, aucun lien avec ce que je faisais, avec la salle, et ça faisait une dissonance vraiment trop grande, empêchant vraiment de pouvoir interagir avec les œuvres et de s'immerger. Et pour revenir sur cette curiosité, ce level design, ce jeu des lumières, la pièce sera très tamisée et demandera de bouger assez régulièrement afin de jouer avec les parties blanches et noires, rappelant ainsi les mouvements de caméra des jeux vidéo, et donnant un petit côté caché, réalisateur aux personnes. Au niveau des sensations, le fil d'aluminium, bien sûr, sera là pour véhiculer le ton voulu par leur matérialité, la densité et la forme, et tout ça pourra être finement réalisé grâce aux fils et leur polyvalence.
Et c'est ici que j'aimerais m'arrêter sur l'immersion dans l'art, de manière générale et dans mon travail. Alors bien sûr, j'ai pas pu explorer toutes les pistes et les questions que comprend le sujet, c'est beaucoup trop vague. Et j'aurais aimé parler de beaucoup d'autres choses comme la narration environnementale, m'attarder un peu plus sur le level design de façon beaucoup plus approfondie. Des pages entières auraient pu être portées sur la lumière, la façon de la gérer selon le médium, mais il faut savoir se limiter et choisir ses sujets. Et c'est ici que je m'arrêterai sur la question de l'immersion.